Bienvenue sur l'émission La plus belle ferme de France. Cette année pour le Co-Farming Tour, nous allons vous proposer d'aller à la rencontre des plus belles fermes de France. Vous allez pouvoir découvrir ces fermes choisies parmi les candidats. Nous allons nous concentrer sur 4 régions, Occitanie, Hauts-de-France, Grand Est et Bretagne. Et c'est vous qui élirez pour chaque région un vainqueur. En fin d'année, avec un jury de communicants, vous allez pouvoir choisir qui sera la plus belle ferme de France. Alors si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous pour participer ou voter. Et sans plus attendre, découvrons cette nouvelle ferme. Bonjour, bienvenue à Sercu. Donc vous êtes aujourd'hui sur l'exploitation SARL La Bellevue. Donc c'est une exploitation familiale qui regroupe 3 associés et 3 salariés. Donc on est polyculteur, donc on fait de la culture de céréales, de blé, pommes de terre, betteraves sucrières, lin fibre, haricots verts, maïs grain et un peu de fourrage. Donc moi je suis Nicolas et donc je m'occupe de la partie culture, de la partie commerce et puis de la partie commerce chips avec Manon. Donc moi c'est Manon, la fille de Nicolas et Isabelle. J'ai rejoint l'exploitation pour développer un projet de diversification sur la ferme. On produit des chips à partir des pommes de terre qu'on produit et donc je m'occupe de toute la partie marketing, communication et vente aussi. Voilà, depuis 4 mois. Gauthier, je suis associé sur l'exploitation et je m'occupe plutôt du conditionnement et du stockage des pommes de terre. Et j'aime bien bricoler. Tout. Bonjour Isabelle, donc moi je m'occupe plus de la partie administrative de l'exploitation et je viens en renfort si nécessaire sur tel ou tel atelier ou à tel ou tel moment. Ouais, bonjour, je m'appelle Bertrand, je suis salarié de La Bellevue depuis 17 ans et je suis, comme on dirait beaucoup, un homme à tout faire, quoi. Bonjour, je m'appelle Marie-Thérèse, je travaille à La Bellevue depuis au moins 13 ans. Je suis dans le conditionnement des pommes de terre et bien sûr maintenant les chips. Et Nicolas, tu peux me raconter un peu l'histoire de l'exploitation, pourquoi vous êtes associés? Ouais. Donc on s'est associés en 2006 avec Isabelle et Gauthier. Donc c'est le regroupement de 3 exploitations. Donc moi j'étais originaire de Bézieux, donc de l'autre côté de l'île, sur une exploitation de polyculture, avec une proximité avec la ville. Et puis ici, mon beau-père cherchait à céder et l'exploitation était assez conséquente. Et donc on a fait le choix familial et professionnel de travailler ensemble et de mettre tous les moyens ensemble, humains et financiers. D'accord. Vous êtes spécialisé un petit peu pas mal dans la pomme de terre? Ouais. Voilà, donc alors c'est une histoire de famille déjà sur plusieurs générations. Mon beau-père faisait déjà de la pomme de terre, puisque notamment c'était le premier frigo dans le Nord-Pas-de-Calais en 1995. Donc il y avait un bâtiment existant, il y avait déjà des pratiques de pommes de terre, un historique. Et puis donc moi je suis arrivé, je ne connaissais rien à la pomme de terre, donc j'ai appris sur le tas et puis on apprend vite. Alors maintenant vous faites, alors c'est plutôt marché de frais, ouais. C'est-à-dire de la commercialisation, que ce soit sur des gros sacs mais des plus petits contenances aussi. Alors, donc on fait que du frais, France, Belgique, Europe. Et on va du big bag aux 25 kg, 15 kg lavé, 10 kg, voire 5 kg. D'accord. Et l'histoire du projet qu'on va voir un petit peu plus tout à l'heure, mais de la chip, ça vous trottait dans la tête pour arriver à un produit fini, transformé, plutôt que uniquement le produit, j'allais dire, qu'on vend et qu'on va retravailler? Alors à l'origine, c'est vrai qu'on conditionnait des pommes de terre, mais c'était aussi, historiquement, c'était pour occuper aussi le personnel, pour qu'il y ait du boulot toute l'année. Et après, on a continué, et puis les outils étant là, on a valorisé les outils et on a commencé à laver les pommes de terre, par exemple, depuis 2011. Donc il y a une partie des pommes de terre qui sont conditionnées, lavées, qui sortent de la ferme, conditionnées, lavées, logées, comme on dit. Et donc le projet de chips, on l'a depuis 3-4 ans. Et puis l'idée germait, mais on avait un peu de mal. Et donc Manon était accélérateur de projet ou l'étincelle pour faire avancer, pour faire le petit déclic qui manquait.
Alors pour faciliter le travail aussi de tout le monde, vous avez décidé de partir dans le système de palettisation. Alors ça vous permet aussi de gagner en efficacité et puis d'emmener des palettes un peu plus loin parce qu'elles tiennent bien, c'est ça? Voilà. Ouais, donc c'est vrai que le palettiseur qui est quand même conséquent en taille et puis en investissement, c'est aussi une gage de travailler bien et d'avoir un produit qui arrive à bon port en bon état avec une belle présentation. Parce qu'il n'y a pas que le produit, il y a aussi l'emballage et la finition pour que le client final il soit satisfait du produit qu'il reçoit. C'est pas le tout cas, la pomme de terre arrive, mais si elle est en vrac dans le camion, les chauffeurs et le client, ça ne le fait pas. Important pour la qualité. Voilà. Alors Nicolas, ici c'est une autre partie, j'allais dire, de l'atelier pommes de terre. Vous faites aussi ce qu'on appelle du lavable, c'est ça? C'est ça, Thierry, tout à fait. Donc ici, on a monté un petit atelier pour laver les pommes de terre, pour les vendre, et du coup, on arrive à la fin à les vendre vendus, lavés, logés, comme on dit. C'est une demande des consommateurs parce qu'à une époque, on n'aurait pas osé laver parce que ça doit être consommé assez rapidement. Ouais, le fait de laver le tubercule, ça vieillit plus vite. D'accord. C'est ça. Donc c'est de la consommation instantanée, enfin rapide. Relativement rapide. Relativement rapide. C'est plus de la conservation comme on faisait dans des caves à une époque. Après, voilà, si on les lave, c'est pour qu'elles soient commercialisées et consommées relativement rapidement. Après, ça peut tenir quand même 15 jours, 3 semaines, mais c'est plus pour le remettre au stockage après, c'est clair. Et une des particularités de la pomme de terre, c'est que c'est un produit très fragile aussi. On ne peut pas s'imaginer. Parfois, si on trouve une pomme de terre qui a un petit coup noir, c'est ça parce qu'elle a eu des coups. Alors c'est une attention j'allais dire, dans le conditionnement. Vous mettez en palox, vous faites attention à toute cette partie-là. Ah oui, le tubercule, la pomme de terre, c'est vraiment quelque chose de très fragile. On veille tout le temps à ce qu'entre l'arrachage et le travail jusqu'à la fin, la chute soit au maximum de 40 cm. D'accord. Parce que chaque point de blessure, c'est des points d'entrée des maladies, et c'est par là que ça détériore la conservation et le tubercule. Et on n'a plus un beau produit à la fin. On n'a plus un beau produit à la fin, alors soit à l'arrachage, soit au stockage. Il faut être vigilant tout le temps. Pour qu'on ne tombe pas sur un rouleau, qu'on ne tombe pas sur une partie métallique. On le protège. Et en termes de gamme, vous avez une particularité ici dans ce secteur, c'est que vous faites beaucoup de rouge, comme on dit. Ouais. Donc, depuis quelques années, sur la ferme, on cultive 3 variétés à épiderme rouge et 3 variétés à épiderme. Ça change quoi au goût? Ça ne change rien. Pas grand-chose en fonction de la variété. C'est culturel. D'accord. Pour info, il y a plus de pommes de terre dans le monde qui sont vendues en peau rouge qu'en peau blanche. D'accord. Alors que chez nous, en France, on voit l'inverse. On est habitué à manger une pomme de terre à peau blanche ou jaune, alors qu'il y a des pays comme la Hongrie, ils mangent que des pommes de terre à peau rouge. D'accord. Ça, c'est en fonction de la culture des gens, quoi. Voilà. Ouais, tout à fait. Ok, merci. Alors là, Manon, on est arrivé dans l'atelier que tu as poussé quelque part, si j'ai bien compris. L'idée, elle existait, mais c'est toi qui as permis de faire développer l'activité. Alors, en quoi ça consiste? C'est ça, en fait. Mes parents avaient cette idée depuis peut-être 3-4 ans de se diversifier, revaloriser la pomme de terre à travers un produit transformé sur la ferme. Et donc, ils ont fait des études marketing. Et l'idée de la chips est ressortie parce que c'est un produit qui est finalement festif. Les gens consomment des chips régulièrement. Et c'est un marché qui est en hausse. En expansion. En expansion tous les ans. Et à l'époque, il n'y avait pas du tout d'offres apéritives et notamment de chips locales. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on est parti là-dessus. Moi, j'ai terminé mes études, j'ai fait des études en marketing digital et e-commerce. Donc tu étais destinée à revenir dans la ferme? Pas du tout. C'était pas du tout prévu. J'ai fait ces études parce que ça me plaisait. Et mes parents souhaitaient développer ce projet davantage. Et moi, j'ai terminé mes études donc, en août 2021. Et à la suite de mon alternance, j'ai rejoint la ferme pour développer encore. Pour développer l'activité. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est ça, c'est d'arriver à un produit fini qu'on va pouvoir commercialiser, qui est en local et qui va encore valoriser un peu plus ce qu'on fait dans son terroir, c'est ça? Tout à fait. On est sur des produits locaux, il y a une vraie attente sociétale sur les produits locaux. On le ressent très bien dans la commercialisation où on a un très bon accueil. Et puis nous,
On faisait déjà de la transformation plus simple, mais là on se dit on va aller raccourcir les circuits et puis apporter une réponse et revenir en contact aussi avec le consommateur. D'accord. Ouvrir une baraque à frites, non, c'était pas l'idée, même si c'est à la mode, il y en a beaucoup. Il y en a déjà beaucoup, surtout par ici. Ok, j'imagine. Qu'est-ce que ça a comme complexité de produire voilà, de la frite c'est des variétés spécifiques, c'est des modes de cuisson. J'imagine qu'il y a tout un process qui doit être compliqué et quand on démarre, il doit y avoir des petites erreurs, non? Ça peut arriver? Oui, il faut trouver la bonne variété la pomme de terre qui ne va pas forcément colorer quand on la frit, parce que c'est cuit dans de l'huile, même si elle est moins grasse qu'une chips classique, c'est quand même cuit dans l'huile. Après, nous, on a un système qui permet d'enlever l'excès d'huile, mais donc il faut trouver la pomme de terre qui ne va pas colorer, qui va quand même avoir un bon goût. Et après, il faut trouver la bonne épaisseur, le bon niveau de sel pour avoir la chips vraiment. D'accord. Il faut un minimum de matière sèche déjà. Alors, il y a des critères par rapport à des chips classiques. Il y a quoi comme différence? Moins d'huile, c'est ça? J'ai entendu un peu moins de sel? Oui, c'est ça. Autant de goût? Il y a plus de goût parce que du coup, on sent vraiment le goût de la pomme de terre. Contrairement à des chips industrielles où on a plutôt le côté salé qui ressort. Là, c'est vraiment le goût de la pomme de terre. Et il y a même certaines personnes qui nous disent qu'ils ont l'impression de manger des frites quand ils mangent nos chips. Bon, je vais goûter après. J'ai déjà goûté, on va l'avouer quand même. Ils ont sentir le goût de la pomme de terre quand ils mangent des chips. Alors donc, toi, quand tu prépares ça, tu as des exigences vis-à-vis de papa, quasiment, j'allais dire, en disant attention, la pomme de terre, elle doit être comme ci, elle doit être comme ça. Et tu vas chercher dans les lots en disant c'est ces pommes de terre-là que je veux parce que c'est les meilleures pour moi. On a sélectionné la variété. Après, tout ce qui est partie stockage, c'est vrai que c'est important aussi. La température de stockage compte, mais il y a l'itinéraire technique qui compte aussi pour arriver au produit qu'on a envie. C'est tout un savoir-faire aussi qu'il faut arriver à maîtriser parce que j'imagine que c'est une nouvelle production quelque part. Alors, toi, ce que tu as réussi à apporter, c'est le petit coup de pouce pour arriver à le faire, mais j'imagine que tes études marketing, communication, ça t'a aidé aussi. Tu as préparé, tu as étudié, tu as vu le marché, tout ça, c'est un métier aussi, quoi. Oui, c'est ça. J'ai fait une étude marketing justement parce qu'on avait cette idée de projet, mais un peu pour peaufiner l'idée du produit. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que les gens voulaient une chips qui soit grande, qui soit un peu plus épaisse, moins grasse, moins salée. Donc à l'époque, j'avais fait des tests de goût aussi auprès de consommateurs. J'avais fait aussi, du coup, j'avais cuit des chips au four et des chips à la friteuse. Et j'avais fait une dégustation un peu à l'aveugle. Et ce qui ressortait, c'est finalement les gens veulent que ce soit moins gras, mais ils préfèrent quand même que la chips soit cuite dans l'huile parce qu'elle a plus de goût. Donc c'est comme ça qu'elle est cuite dans l'huile, mais un peu centrifugée, donc comme une grande essoreuse à salade finalement, et qui enlève l'excès d'huile. Donc voilà, j'ai pu apporter par rapport à ça. Après, par rapport au packaging aussi, ça a été fait entièrement en interne. D'accord, tout fait maison, bravo. Et la communication sur les réseaux, se faire connaître. Alors comment on se fait connaître quand on arrive avec un nouveau produit? On va taper aux portes directement dans les magasins, dans les restaurants, on propose des choses différentes dans les salons? Oui, on essaye d'être présent au maximum, que ce soit sur les salons. Là, ça se dynamise un petit peu avec l'été qui arrive. Il y a de plus en plus de salons, de marchés de producteurs. Après, sur les réseaux sociaux, donc être présent, communiquer, essayer de faire des partenariats avec des personnes qui ont aussi de l'influence et qui ont un lien, par exemple la bière où on peut faire des petits apéros un petit apéro bière avec des chips, c'est pas mal, quoi. C'est ça. Donc essayer de communiquer, de s'associer avec des gens qui peuvent être complémentaires au niveau dans les magasins de producteurs, j'imagine, on peut en retrouver aussi. Oui, c'est ça, oui, en local. Donc on est principalement distribué dans le Nord-Pas-de-Calais. Et donc après, c'est ça, c'est aller toquer à la porte des magasins, aller les voir, appeler, des marchés, donner des échantillons. Tout un boulot aussi. C'est ça. J'imagine que c'est ça aussi qui bloquait à un moment donné de se dire quel temps je vais pouvoir consacrer à ce nouveau métier et commercer, quoi. Le marketing, parce que la spécificité aussi, c'est qu'on est 3 associés. On a des compétences diverses. Complémentaires. Isabelle a travaillé en agroalimentaire. Moi, j'ai travaillé plutôt en grande distribution, en achat, en logistique.
Et la partie marketing, c'était pas forcément notre appointance. Et donc Manon, elle avait plutôt cette compétence-là qu'on n'avait pas dans les nôtres. Et la complémentarité des expertises fait qu'on a pu franchir le cap. Une belle complémentarité pour un beau projet. Bravo. Maintenant qu'on vous a présenté la ferme La Belle Vue à Sercu, on va vous expliquer pourquoi on est la plus belle ferme de France. Donc déjà parce que La Belle Vue, c'est un projet, c'est une histoire intergénérationnelle où on met à contribution toutes les générations. Donc moi qui ai rejoint l'entreprise, la ferme pour développer ce projet de diversification. Mais il y a aussi les grands-parents qui nous aident, notamment mamie qui fait des vidéos sur Instagram pour nous présenter ses meilleures recettes de pommes de terre et nous apprendre à déguster les chips Belle Vue. C'est aussi toute une équipe. Les salariés sont impliqués, on les a impliqués dans notre projet de chips. Et tout le monde, ça a reboosté tout le monde dans chacun dans ses compétences. Et on a vraiment retrouvé du dynamisme grâce à ce projet de chips. Et donc il faut voter pour nous parce que derrière c'est de la confiance, c'est de la communication et c'est des chips. On arrive à la fin de cette émission, j'espère que vous l'avez apprécié. En tout cas, découvrir comment est produit une chips locale sur un territoire, voilà, tout simplement La Belle Vue. N'hésitez pas à aller voter pour cette ferme ou aller voir les autres vidéos, simplement sur les liens qui sont ici en dessous. Vous pourrez retrouver l'ensemble des exploitations et des fermes qu'on a visitées ici en Hauts-de-France pour cette partie. Allez voter pour eux et puis à la fin de l'année, on fera l'élection de la plus belle ferme de France sur les 4 régions qu'on est allé voir. Alors si vous êtes convaincu que La Belle Vue est la vidéo que vous avez préférée et la ferme que vous avez préférée, faites comme moi, croquez pour elle.